À 23h17, Dar es Salaam s'est éteinte d'un coup, comme si quelqu'un avait fermé l'oxygène du pays. En 7 minutes, suspendue où la Tanzanie disparaît presque du monde numérique, la lumière revient parmi les urnes brûlées et les écrans rallumés, révélant que le contrôle passe désormais par les interrupteurs plutôt que par les armes. Que signifie vraiment ce silence programmé pour celles et ceux qui regardent à distance, dont Ibrahim Traoré, quand une simple coupure transforme la peur en langage commun et mesurable? Une lueur brève suffit parfois à dévoiler une vérité dure, assez vive pour traverser le pare-feu. La promesse de ce reportage tient dans une question simple. Comprendre comment un blackout de 7 minutes peut révéler la mécanique profonde du pouvoir numérique en Afrique de l'Est. Car derrière l'apparence d'une coupure technique se cache un risque majeur. Lorsqu'un État peut suspendre un pays entier par un ordre invisible, la souveraineté n'est plus un principe abstrait, mais une architecture vulnérable. Cette enquête cherche donc à éclairer ce moment où le contrôle cesse d'être un outil sécuritaire pour devenir un protocole politique. Un glissement discret que beaucoup ne voient qu'après coup. Dans les rues de Dar es Salaam, ce glissement s'est matérialisé en secondes. D'abord le silence, puis les images brûlées, puis les voix qui reviennent, sous d'autres formes. C'est là que réside l'enjeu central. Si le signal peut être éteint si facilement, qu'advient-il de la confiance collective, de la transparence administrative ou même de la mémoire civique? Le escalaire, ce n'est pas la panne qui importe, mais ce qu'elle permet. La tient en deux faits impossibles à ignorer. En moins de 8 minutes, le trafic numérique tanzanien s'est effondré de 4%. Et cet effondrement n'avait rien d'un accident. La seconde est plus dérangeante encore. 3 fournisseurs distincts ont cessé d'émettre au même instant, comme si une seule main avait fermé 3 portes à la fois. C'est à partir de ces données brutes que l'histoire s'ouvre vraiment. Avant 23h17, Dar es Salaam vibrait encore d'un bruit numérique constant. Notifications, vidéos, messages de campagne, flux ordinaire d'une capitale connectée. À l'instant précis où les routeurs dorsaux s'éteignent, la ville passe d'un espace saturé de signaux à un vide silencieux, presque physique. Cette transition brutale dessine la première ligne du récit. Un pays peut basculer hors du monde en moins de 10 minutes. Dans un autre fuseau horaire, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré suit ces données en temps réel depuis un flux interne d'observateurs de crise. Pour lui, ces chiffres ne sont pas seulement techniques. Ils révèlent une philosophie du contrôle où la peur devient un protocole mesurable. Ces notes, griffonnées cette nuit-là, résument la situation en une phrase. Le silence n'est pas un accident, c'est un outil. Lorsque les premiers fragments filmés sous VPN réapparaissent, urnes incendiées, slogans improvisés, étudiants criant « Uhuru kwa wote », nouvelle dynamique s'installe. La parole reprend forme, mais en dehors de l'infrastructure officielle. Cette agilité spontanée de la population complique encore plus le tableau, car elle montre que la coupure n'a pas étouffé la voix collective, elle l'a déplacée. C'est précisément cette bascule, du numérique vers l'offline, du contrôle technique vers la résistance diffuse, qui façonne le contexte général. La Tanzanie entre alors dans un territoire ambigu, où chaque image devient un témoignage, chaque silence un indice, chaque seconde d'absence un révélateur de fragilité structurelle. Le blackout n'est donc pas un simple épisode, mais l'ouverture d'un champ d'enquête sur la nature du pouvoir à l'ère des réseaux. Les premières heures suivant la coupure montrent à quel point un pays peut réorganiser sa parole en dehors de toute infrastructure. Dans les quartiers proches de Morogoro Road, des chauffeurs de taxi commencent à klaxonner en rythme, comme pour signaler qu'un message peut circuler sans passer par un écran. Cette forme de coordination instinctive ressemble à un langage parallèle, fait de gestes, de bruits et de signaux improvisés. Elle n'était prévue par personne, mais elle répondait à un besoin immédiat.
continuer d'exister malgré le silence imposé. Un deuxième cas se déroule à l'université de Dar es Salaam. Aïcha, étudiante en sciences politiques, publie sous VPN une photo simple, un selfie accompagné de la phrase « S'ils éteignent le net, nous parlerons dans la rue ». Ce geste, presque anodin au départ, devient rapidement un repère symbolique. En moins de 2 heures, son message franchit les pare-feux et les frontières, circulant sur les canaux cryptés, puis dans les cafés du port, puis dans les réseaux clandestins de la côte. Son visage devient l'image involontaire d'une génération qui refuse de disparaître avec le signal. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré suit cette émergence de récits spontanés. Pour lui, la valeur de ces micro-actions ne réside pas dans leur ampleur, mais dans leur cohérence. Chaque acte démontre que la parole humaine se recompose ailleurs dès qu'on tente de la confiner. Ce sont ces indices que les autorités redoutent donc le plus, car ils échappent aux leviers habituels de contrôle. À ce stade du récit, une leçon précoce apparaît avec netteté. La dignité circule plus vite que les coupures. Tout commence avant 23h17, lorsque Dar es Salaam bruisse encore du rythme continu d'une capitale connectée. Les notifications se succèdent, les routes clignotent sous la lumière des écrans, et les flux de campagne circulent comme un courant stable. Rien n'annonce l'interruption. Pourtant, les routeurs dorsaux enregistrent déjà des micro-oscillations, de légers retards, quelques paquets perdus, des respirations anormales. Ces signaux faibles ne sont visibles que pour les ingénieurs qui surveillent les réseaux en coulisses, et aucun communiqué officiel ne les mentionne. L'activation du basculement commence ici, dans ces 17 minutes où le pays avance vers une absence qu'il ne soupçonne pas encore. Puis survient le point de rupture. À 23h17, les opérateurs mobiles rapportent la même anomalie. Un affaissement soudain des signaux. La chute n'est pas progressive. Elle est verticale, nette, synchronisée, presque clinique. En quelques secondes, la majorité des routeurs se figent. Les paquets sortants cessent d'atteindre les nœuds internationaux. Les écrans s'éteignent. Les chauffeurs de taxi lèvent les yeux vers un silence inhabituel. Les vendeurs de rue sentent le flux s'interrompre sans comprendre son origine. C'est le moment où la ville bascule de la vie connectée à une obscurité mathématique. À 23h19, la situation se stabilise dans le vide. Le trafic mobile s'effondre de 87%. Les cartes SIM ne parviennent plus à résoudre les DNS. Les messageries se figent sur des horodatages identiques. Le pays cesse d'émettre. Cette immobilité numérique produit un effet étrange. Le temps semble se contracter, comme si 7 minutes pouvaient contenir un paysage entier de tensions accumulées. La conscience collective ressent cette contraction avant d'en saisir les causes. Le climax prend forme dans ces secondes où l'invisible devient palpable. À 23h24, le silence est total. Plus de son numérique, plus d'alerte, plus de flux. La ville respire autrement, dans un mélange de stupeur et de prudence. Des étudiants se rassemblent en petits groupes pour vérifier si leurs téléphones fonctionnent encore. Des familles descendent dans les couloirs pour comprendre si la coupure est locale ou nationale. Les taxis ralentissent au carrefour, incertains de ce qui se trame. Le blackout atteint son intensité maximale, révélant une vulnérabilité que personne n'avait anticipée à cette échelle. Pendant ce temps, à 4000 km, Ibrahim Traoré suit l'évolution de chaque courbe depuis un flux interne d'observateurs. La précision des chutes successives l'alerte. Aucune panne naturelle ne produit un effacement aussi parfait. Pour lui, le cœur de la crise ne réside pas dans la technique, mais dans la décision qui l'a précédée. La mécanique du pouvoir apparaît dans cet alignement improbable, où 3 fournisseurs s'éteignent comme s'ils obéissaient à un seul interrupteur. À 23h25, la reprise commence. Elle n'est pas homogène. Les flux reviennent par blocs irréguliers, 37% du trafic réapparaissant d'abord, puis stagne,
Les serveurs rwandais détectent un afflux soudain de connexions VPN. Les étudiants partagent les premières images sous proxy. Des urnes brûlées, des slogans criés dans le noir, des silhouettes masquées. Ces fragments deviennent les premiers signaux d'une contre-récit qui se reconstruit hors du cadre officiel. Les premières heures après la reprise montrent déjà les répliques. Les taxis klaxonnent par séquence. Les vendeurs de rue échangent des papiers pliés. Les universités traduisent le message d'Aïcha en plusieurs langues. Les réseaux se reconstituent sans câble. L'après prend forme dans une énergie que la coupure n'a pas supprimée, mais stimulée. La dignité circule, même lorsque les signaux ne le peuvent plus. Le point de départ est clair. 18,26 Gbps de débit moyen sur la région côtière avant la coupure. Cette valeur servait de ligne de base, stable depuis plusieurs semaines, et représentait la fluidité ordinaire d'un écosystème numérique actif. Lorsque le blackout frappe, cette base n'est pas seulement érodée, elle est renversée. En 7 minutes, le trafic tombe à 1,2 Gbps, illustrant une dégradation trop rapide pour être naturelle. Ce delta, d'une brutalité rare, indique un ordre ciblé plutôt qu'une défaillance spontanée. La chute ne suit pas la courbe typique d'un câble endommagé. Elle épouse la signature d'une désactivation simultanée. Le deuxième chiffre découle directement de l'observation des observatoires indépendants. Selon NetBlocks et Cloudflare Radar, 98,3% du trafic tanzanien disparaît entre 23h17 et 37. Ce pourcentage ne tolère aucun doute méthodologique. Il résulte d'une coordination entre 3 fournisseurs distincts, Vodacom, Airtel et TTCL, dont les réseaux sont structurés sur des nœuds séparés. Dans les statistiques, une synchronisation parfaite sur 3 axes équivaut à un ordre unique. Ce type d'événement ne s'observe que dans les coupures intentionnelles ou les tests militaires fermés. Un troisième indicateur confirme la nature stratégique du blocage. Chaque seconde d'absence représente 4000 connexions interrompues, ce qui équivaut à près de 1,7 million de sessions perdues durant la fenêtre de blackout. Ces chiffres décrivent un effet domino. Lorsque les paquets sortants sont bloqués au niveau des routeurs dorsaux, les serveurs locaux ne peuvent plus compenser. Le mécanisme est net. Ce n'est pas la périphérie qui tombe, mais le cœur. Les ingénieurs rencontrés sous anonymat confirment un détail crucial. Les paquets sortants n'ont pas été filtrés par algorithme. Ils ont été bloqués au niveau des routeurs dorsaux. Seul un accès centralisé permet une telle manœuvre. Les serveurs aux frontières logiques, ceux de sortie internationale, ont continué de répondre pendant quelques secondes avant d'être entièrement isolés. Cette mécanique démontre une intention, fermer le pays bloc par bloc, sans générer de signaux parasites. Dans cet ensemble de données, Ibrahim Traoré repère une logique plus vaste. Pour lui, la mesure ne traduit pas uniquement une stratégie technique. Elle révèle une conception du pouvoir, où le contrôle de l'infrastructure équivaut au contrôle narratif. Lors d'un briefing interne, il résume cette idée en une équation simple. Quand on peut éteindre un peuple par un bouton, la souveraineté devient un logiciel qu'il faut réécrire. Cette phrase circule ensuite dans plusieurs médias panafricains, rebondissant comme un diagnostic plutôt qu'une opinion. Les logs VPN apportent une autre preuve indirecte. Entre 23h26 et 1h02, les serveurs relais au Rwanda et au Burkina Faso enregistrent une augmentation de 800% des connexions de secours. Ce chiffre ne reflète pas un contournement marginal, mais une réorganisation complète du flux civique. La donnée cherche à respirer, même lorsque les canaux centraux sont neutralisés. L'ensemble dessine une conclusion logique. Lorsqu'un État tente de couper la voie, il ne la supprime pas, il la déplace. Les défenseurs du gouvernement tanzanien avancent d'abord un argument fondé sur la stabilité. Selon eux, dans un contexte saturé de désinformation et de rumeurs circulant à grande vitesse, suspendre temporairement les réseaux aurait permis de prévenir une escalade incontrôlée. Ils affirment que le calme d'un jour vaut mieux que la fracture d'une décennie.
et que retirer provisoirement le flux pourrait éviter le chaos. Cet argument s'appuie sur une logique de prévention. Limiter la contagion numérique, contenir les débordements, protéger les infrastructures publiques. Les partisans de cette position insistent sur la responsabilité de l'État lorsqu'il navigue dans une situation volatile. Un second argument s'appuie sur les comparaisons internationales. Les gouvernements occidentaux, rappelle-t-il, ont parfois recours à des filtres, à des modérations algorithmiques ou à des restrictions techniques en période de crise. Pour ce camp, la Tanzanie n'aurait donc fait qu'appliquer une version locale d'un outil déjà utilisé ailleurs, sans viser une répression directe. Leur raisonnement repose sur l'idée d'un parallélisme fonctionnel. Si les puissances les plus connectées peuvent manipuler leurs flux pour maintenir l'ordre, pourquoi un pays africain ne le pourrait-il pas? Face à ces deux arguments, la contre-lecture issue du terrain reste fondée sur des données concrètes. Les chiffres, consolidés par NetBlocks et Cloudflare Radar, montrent une hausse de 62% des connexions VPN dans les 24 heures suivant la coupure, signe que la population a interprété le geste non comme une mesure de protection, mais comme un acte de défiance. Dans ce même intervalle, les réseaux clandestins se sont densifiés, et les premiers fragments visuels, urnes brûlées, slogans improvisés, messages traduits, ont continué de circuler malgré le blackout. La coupure n'a donc pas empêché la coordination citoyenne, elle l'a déplacée. Pour Ibrahim Traoré, la logique se renverse ici. Le silence imposé n'éteint pas l'inquiétude, il l'amplifie. La comparaison internationale ne tient pas, dit-il, car le but diffère. Là où certains pays filtrent pour modérer, la Tanzanie a coupé pour désactiver la parole publique. Ainsi, la stabilité invoquée ne produit pas de confiance durable. La synthèse du Stillman est nette. Les arguments officiels sont cohérents sur le papier, mais les données les contredisent. Le silence respire encore. Ce constat, pourtant simple, change la lecture de toute la séquence. Et au milieu de la crise, les autorités multiplient les coupures partielles en croyant étouffer les flux. Mais chaque disjonction crée un réseau secondaire, plus souple et plus difficile à contenir. À Dar es Salaam, les murmures deviennent messages, les gestes deviennent codes, les papiers deviennent relais, le pouvoir ferme les câbles, la population ouvre d'autres chemins. Cette inversion discrète marque le véritable midpoint. Le contrôle cesse d'être vertical. Il devient poreux. Les habitants réinventent leur propre route d'information, sans antenne ni fibre, mais avec une synchronisation étonnante. Et au même moment, à 4000 km, Ibrahim Traoré observe cette mutation avec l'œil d'un stratège. Pour lui, la leçon est claire. On peut désactiver la technique, jamais l'esprit. Aïcha, disparue des écrans, devient paradoxalement plus présente. Son message circule comme une onde souterraine, rebondissant de Nairobi à Kigali, puis jusqu'à Ouagadougou. Le blackout n'a pas tué la parole, il l'a transformée. À partir d'ici, la fracture devient visible. Le contrôle absolu produit sa propre fissure. Les jours qui suivent la coupure montrent à quel point 7 minutes peuvent laisser des traces durables dans 4 zones distinctes. Chaque zone absorbe le choc différemment, mais toutes révèlent une même fracture. Le silence a fonctionné comme un test de résistance à l'échelle nationale. L'État encaisse la première onde. Dans les couloirs du pouvoir, la stratégie du mutisme se retourne contre ses auteurs. Les institutions, brusquement isolées du reste du monde numérique, perdent leurs instruments habituels de vérification et de coordination. Les rapports internes évoquent une chute de 27% de la productivité administrative, preuve que la coupure a paralysé les procédures essentielles. Le gouvernement espérait restaurer l'ordre par l'obscurité. Il découvre que l'obscurité affaiblit d'abord ceux qui l'imposent. La société civile transforme le vide en terrain d'invention. Privées d'accès, les associations locales réactivent leur réseau d'entraide. Les messages d'Aïcha sont traduits en 10 langues, imprimés sur des tracts, diffusés dans les marchés, glissés sous les portes ou murmurés dans les cafés.
Les communautés religieuses, notamment lors des prières du vendredi, adoptent le mot ouazi, transparence, comme invocation collective. Là où l'État voulait éteindre, la société réorganise la lumière. La jeunesse vit ce passage comme une initiation. Pour cette génération née dans l'Internet mobile, la coupure devient un rite brutal de conscience. Dans plusieurs universités, les étudiants organisent des veillées symboliques, bougies à la main, discutant des risques et des fragilités d'un monde entièrement dépendant des signaux. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré souligne ce moment dans un discours. La dignité est un logiciel qu'il faut réécrire soi-même. Ces mots circulent dans les réseaux clandestins, renforçant cette idée que la résistance moderne se construit avec des proxys, des VPN et des mémoires longues. La région, enfin, ressent l'onde de choc. Les chancelleries observent une chute rapide de la confiance internationale. 4% de retrait d'investissements étrangers en 3 semaines. L'Union africaine évoque un dialogue nécessaire, tandis que l'Union européenne appelle à la retenue. Derrière les communiqués, les analystes identifient une nouvelle catégorie de crise, ni militaire, ni économique, mais informationnelle. La Tanzanie devient alors un précédent, un avertissement que le contrôle des réseaux peut redessiner les équilibres géopolitiques. Ces 4 groupes composent un tableau cohérent. Le silence imposé dévoile plus qu'il ne masque. L'État découvre ses limites, la société civile invente des chemins, la jeunesse forge un lexique de dignité. La région mesure le coût d'un contrôle extrême. Le blackout, loin d'avoir créé l'ordre espéré, a réactivé une conscience collective qui circulait déjà sous la surface. Les trajectoires possibles de la Tanzanie s'ouvrent désormais en 3 chemins distincts. Chacun découle logiquement des données, des réactions sociales et des tensions institutionnelles observées après la coupure. Aucun n'est certain, mais tous décrivent que la manière dont un pays peut recomposer sa mémoire et sa confiance après un silence imposé. Le gouvernement maintient une présence numérique filtrée, sans répéter la coupure totale, mais en conservant des points de contrôle discrets. Les plateformes locales se sont régulées, les VPN tolérés à demi-mot, et la circulation des contenus sensibles reste surveillée. La croissance revient lentement, mais la confiance collective demeure fissurée. Le calme existe, mais il est froid, mesuré, régi par des seuils invisibles. Les administrations fonctionnent de nouveau, tout en gardant un œil sur les signaux faibles qui avaient précédé l'épisode. Cette trajectoire offre la continuité, mais sans apaiser la fracture morale ouverte dans les 7 minutes de silence. Sous pression internationale, régionale, Dodoma accepte une réforme partielle du système télécom. Des ingénieurs indépendants participent à la supervision du réseau et une loi sur la neutralité d'accès émerge. Aïcha devient symbole d'étude dans plusieurs universités, son message servant de cas pratique sur la résilience citoyenne. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré salue cette évolution comme un tournant éthique africain, rappelant que la dignité peut devenir infrastructure. Dans ce scénario, la mémoire collective ne s'éteint pas, elle se transforme en politique publique. Les autorités durcissent leur position. Les signaux VPN deviennent criminalisés. Les journalistes sont dispersés et les étudiants surveillés. Nairobi, Kigali et Kampala accueillent une nouvelle diaspora numérique, composée de jeunes technophiles fuyant la contrainte informationnelle. La stabilité affichée masque un vide, celui d'une confiance dissipée. Le pouvoir, croyant rétablir l'ordre, recrée l'ombre qui avait déclenché la crise. Ces 3 routes convergent pourtant vers une même question. Comment un pays peut-il écouter avant d'éteindre ? La recommandation essentielle tient dans un principe simple. Penser la souveraineté comme un flux, pas comme un interrupteur. Cette histoire dépasse rapidement les frontières tanzaniennes, car elle touche 3 cercles qui concernent directement chaque spectateur. Chacun de ces cercles ressent la crise avec une intensité différente, mais tous comprennent
que 7 minutes peuvent révéler la fragilité d'un système que l'on croyait immuable. Pour eux, le blackout n'est pas un récit lointain, mais un miroir concret. Ils savent qu'une coupure peut geler un revenu, paralyser un service, suspendre une voie professionnelle. Les habitants de Dar et Salam n'ont rien fait d'exceptionnel. Ils ont juste vécu un scénario que d'autres pourraient affronter demain. Comprendre leur réaction, c'est anticiper notre propre vulnérabilité. La coupure tanzanienne rappelle que la parole peut changer de forme sans disparaître. Les chants codés, les tracts, les murmures, tout cela révèle une vérité sobre. On peut éteindre les câbles, pas les consciences. Les spectateurs qui craignent l'effacement des voix reconnaîtront dans le message d'Aïcha une boussole morale, une invitation à rester lucide quand le calme semble trop parfait. Ils verront dans cette crise une démonstration de la façon dont un État peut redéfinir la souveraineté numérique. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré a lu ces événements comme un précédent continental. Ceux qui s'intéressent aux dynamiques du contrôle comprendront que la question n'est pas de savoir si une coupure peut se produire ailleurs, mais quand les citoyens apprennent à la contourner. Pour le public, la leçon est partagée. La dignité circule même dans le noir. Construire une résilience réelle face aux coupures intentionnelles demande une méthode, pas seulement du courage. Les experts africains en gouvernance numérique proposent 5 leviers complémentaires, chacun associé à un acteur précis et à un indicateur mesurable. Ces leviers ne sont pas théoriques. Ils prolongent directement les failles révélées par la nuit tanzanienne. Les agences nationales doivent auditer les points d'entrée Internet et identifier les axes critiques. L'objectif est simple, savoir où un État peut être débranché. La mesure de progrès repose sur la redondance atteinte, exprimée en chemins alternatifs disponibles. Les centres de données doivent être rapatriés ou mutualisés au niveau régional. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré soutient déjà l'idée de serveurs ouest-africains partagés. L'indicateur ici est la proportion de données hébergées hors juridiction étrangère. Les universités et radios communautaires peuvent enseigner la navigation chiffrée, la protection des données, les outils décentralisés. La progression se mesure au nombre de formations diffusées et à la capacité locale d'utiliser des alternatives hors ligne. Une coupure doit devenir un acte réglementé, justifié publiquement, contrôlé par une instance civile indépendante. La métrique, le délai de publication et le nombre de justificatifs rendus publics. Inspirée des modèles d'intégration énergétique, cette coalition créerait des passerelles numériques régionales. Son efficacité se mesure au pourcentage de trafic pouvant être rerouté entre pays voisins. Ces 5 étapes forment un plan concret. Transformer une vulnérabilité révélée en architecture de dignité. La nuit est revenue à Dar es Salam, mais elle n'a plus le même visage. Sur les marches de l'université, là où Aïcha avait murmuré son message devenu symbole, une seule bougie brûle encore. Elle rappelle cette lueur fragile qui avait survécu au blackout, comme si la ville elle-même refusait d'oublier les 7 minutes où tout avait basculé. Les graffitis, les radios clandestines, les notes échangées sous les portes prolongent ce souffle ténu qui avait commencé par un simple selfie. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré évoque souvent cette image. Pour lui, la dignité n'est pas un slogan, mais un mouvement discret, semblable à cette flamme qui se penche pour survivre sans jamais s'éteindre. Ce fil invisible relie Dar, Accra, Bobo Dioulasso et Kinshasa. Un battement commun, lent, obstiné, qui résiste même lorsque le signal disparaît. Ceux qui ont vécu la coupure n'en retiennent pas seulement les chiffres. Ils retiennent le bruit du vent contre la flamme, cette lutte minuscule mais déterminée. Le récit ne ferme aucune porte, car il continue de circuler. La lumière persiste, même quand le pouvoir vacille. Cette histoire n'appartient plus seulement à la Tanzanie. Elle circule dans chaque espace où un signal peut être coupé, mais où la parole cherche encore son chemin. Dans les cafés de Nairobi,
les marchés de Bobo Dioulasso ou les campus d'Abidjan, un mot s'est installé silencieusement. Courage. Pas le courage spectaculaire, mais celui qui veille, celui qui reste debout quand tout s'éteint. Le message d'Aïcha, passé d'une photo tremblante à une onde continentale, rappelle que la vigilance n'est pas un acte héroïque, mais un geste ordinaire. Écrire, témoigner, ne pas laisser disparaître ce qui compte. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré le résume ainsi. La dignité commence toujours par une attention. Et si cette attention devenait notre manière d'entretenir la lumière? Par la parole, par l'écoute, par la transmission, chacun peut devenir un relais contre le silence.